Comment est-ce qu'on apprend un nouveau domaine de compétences complexe? Pour cela, la meilleure méthode que je connaisse, c'est d'adopter la vue d'un oiseau. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la vue d'un oiseau, donc bird's eye view en anglais? Parce que un aigle, par exemple, un rapace, il va survoler le paysage de très très haut et essayer d'identifier une proie. Un petit lapin, un mulot, je ne sais pas. Une fois qu'il aura survolé le paysage, il va identifier plusieurs proies et il va en choisir une sur laquelle il va foncer. Donc il va fondre sur sa proie, attraper le mulot et le dévorer. Eh bien, l'apprentissage avec cette stratégie, c'est un petit peu similaire, dans le sens où on va commencer par survoler le paysage. Survoler le paysage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire acquérir le vocabulaire du champ qu'on va explorer, quoi. Trouver les livres fondationnels de cette discipline, identifier les grands experts, les grands noms, et on va essayer de mapper la discipline. Par exemple, euh, euh, le marketing, quelles sont les grandes sous-catégories du marketing? Il va y avoir la création d'offres, le copywriting, le pricing, toutes sortes de choses, et des sous-domaines dans chaque compétence. Par exemple, pour le copywriting, un sous-domaine, ce serait écrire de bonnes accroches, faire de bons appels à l'action, l'écriture psychologique, faire appel aux émotions, des choses comme ça. Et ensuite, on va en profondeur dans chaque sous-domaine, ou tout du moins dans les sous-domaines qui nous intéressent le plus. Parce que, voilà, dans chaque domaine qu'on va apprendre, il y a un 80-20, et c'est un peu à nous de le choisir. Donc, par exemple, on va essayer de choisir des sous-domaines qui peuvent s'appliquer à d'autres secteurs. Donc, je sais pas moi, pour le copywriting, eh bien, l'art de rédiger des messages qui portent une forte émotion, c'est assez important parce que ça impacte d'autres domaines comme la psychologie, comme potentiellement certains trucs dans l'intelligence artificielle, dans le graphisme, le design visuel, dans la négociation, dans toutes sortes de choses. J'ai créé un prompt il y a quelques temps pour cela et je vais vous le montrer. Donc, ici, on peut simplement donner au prompt un domaine à cartographier. Donc, par exemple, reprenons notre exemple du marketing. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est assez intéressant. Et c'est comme ça que je m'y prends pour approcher un nouveau domaine, surtout quand c'est compliqué. Donc, le prompt commence par nous donner les principes premiers du domaine, les first principles. Donc, c'est quoi les piliers du marketing? Échange de valeurs, création et communication de valeurs entre une organisation et ses clients. Orientation client, donc compréhension des besoins, désirs et comportements. Différenciation, donc c'est le positionnement de votre offre. Segmentation, comment on divise le marché. Mix marketing, 4P, 7P, produit, prix, place, promotion, je ne connaissais pas. Personnel, processus, preuve physique. Ok. Les questions centrales sous-jacentes au marketing, qui sont nos clients et que valorisent-ils, comment créer et capturer de la valeur de manière durable, le positionnement unique, comment influencer les comportements d'achat et comment mesurer et optimiser le ROI marketing. Les paradigmes dominants, marketing transactionnel versus relationnel. Donc ça, évidemment, c'est un truc fondateur à appréhender quand on commence à s'intéresser au marketing. Orientation produit versus orientation marché. De masse versus personnalisé. Marketing push versus marketing pull. Donc ici, on voit les deux paradigmes à chaque fois en tension. Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'on tend plus vers le marketing relationnel, mais le marketing transactionnel, c'est quelque chose qui est plus, qui était plus à la mode avant, entre guillemets, si on peut dire. Il nous propose des livres essentiels. Ce qui est vachement intéressant, ce sont des livres très universels qui souvent datent beaucoup. Donc, ce qu'on appelle des livres Lindy, donc l'effet Lindy, pour le résumer très simplement, ça nous dit que plus une ressource, une connaissance, un livre a duré dans le temps, plus les chances que cette ressource soit pertinente dans la durée sont élevées. Donc, par exemple, de très vieux livres comme Influence et persuasion de Robert Cialdini, qui date de 2004. C'est pas un très vieux livre, mais c'est quand même un assez vieux livre. Ou, si on veut aller chercher plus loin, L'art de la guerre de Sun Tzu, qui date de. Enfin, il date de.
Ouais, il date de beaucoup avant Jésus-Christ, quoi. L'art de la guerre ou d'autres trucs comme ça, ou même, si on veut rentrer dans un exemple extrême, la Bible. La Bible, c'est un livre qui existe depuis la nuit des temps, et la Bible ou n'importe quel autre ouvrage religieux, quoi. En fait, il y a les chances que dans 100 ans, la Bible ne soit plus en vente sont nulles. Et c'est vrai aussi pour l'art de la guerre, et c'est vrai aussi pour tous les vieux livres ou les livres qui survivent. Parce que la plupart des livres modernes, vous voyez, un livre qui est écrit, je sais pas moi, en 2019 par je ne sais qui, peu importe, sur le dernier régime, je sais pas moi, bah, ce livre-là, il va bien se vendre sur le coup, il va avoir un pic de vente, et ensuite il va plus jamais se vendre. Parce que ça devient obsolète vite, parce que c'était une mode, et ainsi de suite. Ici, on cherche des livres un peu intemporels, donc par exemple, Marketing Management, que je n'ai pas lu, de Kotler. Et la date de première publication ici, plutôt. Il date de plus longtemps que ça. First edition. Ou peut-être que l'IA a juste un peu halluciné. En fait, il y en a plusieurs versions, quoi. Et visiblement, d'après l'IA, peut-être qu'il y a une erreur. Ah non. Voilà, 1967. C'était la première version de Marketing Management. Bon. Pareil, là, on a du 1980. C'est quand même un livre. Vous voyez, là, regardez. Il y a 1625 reviews pour un livre dont la première édition date de 1980. Si c'est encore lu aujourd'hui, c'est qu'il y a de la connaissance avec tellement de valeur qu'il faut encore le lire aujourd'hui, quoi. Ok, super intéressant. Je suis en train de me perdre et j'ai envie de le lire maintenant. Et vous voyez, il y a beaucoup de concepts sur le positionnement. Il y a peu de communication qui atteint le prospect. C'est super avant-gardiste, hein. Je ne sais pas si vous imaginez en 1980 un type en marketing qui explique qu'en fait, il n'y a plus beaucoup de communication, et maintenant ce qui est important, c'est d'être top of mind et que les prospects pensent à nous immédiatement. C'est un truc aujourd'hui, je pense qu'on comprend bien, mais le type en 1980, il avait déjà craqué l'économie de l'attention. C'est qu'il faut considérer pas seulement l'entreprise, mais aussi celle de la compétition. Enfin, c'est des principes qui, je pense, sont immémoriaux et qui sont encore valables aujourd'hui, quoi. C'est incroyable. Bref, donc des livres Lindy. Et il y en a plein. Ah, Scientific Advertising, je l'ai lu, je crois que je l'ai même à côté de moi quelque part. Les 22 lois immuables du marketing. Enfin, il y a vraiment des choses. David Ogilvy sur l'advertising, pareil, je l'ai lu. Enfin, il y a des principes que j'applique aujourd'hui. Voilà, Content Juice de Jonah Berger. Je crois que je l'ai à côté de moi. Je ne sais plus où il est, mais je l'ai lu très récemment. Ok. Il nous donne les grands noms aussi, donc les personnes qui ont marqué ce domaine. Et là, c'est assez intéressant d'aller rechercher ces personnes, quoi. Et ce qu'ils ont écrit, leurs œuvres, quoi, leur body of work, mais aussi les figures contemporaines, donc les personnes qui sont eh bien aujourd'hui toujours très pertinentes. Donc Seth Godin, en tout cas moi je connais un petit peu son travail, c'est assez génial. Donc il y a vraiment ce contraste entre les deux. Gary Vaynerchuk qui est assez connu aussi, et les praticiens de référence aussi, Ryan Holiday, Rand Fishkin, effectivement ce sont de grands noms, quoi. Et ensuite le prompt nous donne l'architecture du domaine. Donc vraiment le découpage par section et sous-section, quoi. Marketing stratégie, analyse de marché et recherche, segmentation et ciblage, positionnement et différenciation,
marketing opérationnel, communication marketing, marketing digital, marketing relationnel. Et on sait que c'est vraiment... Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, ensuite il faut faire le 80-20 et essayer d'identifier les choses les plus intéressantes, en tout cas pour vous. Ben voilà, si vous construisez un produit, peut-être que le marketing opérationnel, c'est quelque chose que vous devez regarder. Si vous faites de l'acquisition via publicité, ben, il y a peut-être ce genre de choses. Si vous faites de l'acquisition via LinkedIn, peut-être que c'est le marketing de contenu que vous devez approfondir. Il y a peut-être les réseaux sociaux aussi. Et c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Et enfin, il nous donne les connexions interdisciplinaires, donc avec notamment le pricing, la sociologie, des choses comme ça. Donc, par exemple, donne-moi, je peux continuer la discussion, hein. Donne-moi des livres neurosciences marketing. Donne-moi aussi une architecture plus poussée en profondeur. Et on peut itérer sur, à partir de ce prompt pour un peu mieux comprendre le domaine. Donc bah là, il va me proposer, d'autres livres qui sont directement liés à un domaine connexe, vous voyez. Donc là, par exemple, Biology, Truth and Lies About What We Buy. Et il peut aller creuser encore plus dans les différentes sections, quoi. Donc on peut aller assez loin avec ça, hein. Vous voyez, ça c'est une map quand même assez complète, je pense. Ouais. Voilà, là par exemple sur... on avance bien, on arrive sur de l'A/B testing, les landing pages, l'optimisation des tunnels, LinkedIn Ads, TikTok Ads, c'est quand même assez poussé. On peut faire une petite démo avec un ou deux autres domaines pour vous donner une idée. Qu'est-ce qu'il y a comme domaine intéressant à faire? La longévité, c'est un domaine qui m'intéresse bien. Bon, je reprends le même prompt, hein. Donc les principes premiers, donc, ce qui est assez intéressant, ça explique bien conceptuellement autour de quoi s'articule le domaine de la longévité. Donc effectivement, ben voilà, moi je reconnais bien ce que je connais dans la longévité. Donc il y a deux axes, quoi. Il y a ralentir le vieillissement, quoi, donc ralentir la sénescence cellulaire, et à l'inverse, améliorer, donc il y a ralentir le vieillissement et améliorer la capacité de l'organisme, donc sa résilience, et du coup on doit faire des trade-offs et lutter contre l'accumulation de dommages. Et le principe principal, en tout cas à ma connaissance, c'est la longévité, longevity escapes velocity. Donc c'est le truc où on dit que si on arrive à gagner, je sais pas, 10 ou 20 ans de vie, assez d'années de vie pour, entre guillemets, tenir jusqu'au prochain, aux prochaines innovations qui vont rallonger à nouveau notre durée de vie, on peut vivre éternellement. Bon, c'est la théorie du transhumanisme, mais on va pas aller jusque-là. Les questions centrales que le domaine essaye de résoudre: pourquoi est-ce qu'on vieillit? Est-ce que c'est programmé? Est-ce qu'on peut le ralentir, l'arrêter ou l'inverser? Quelle est la limite biologique de la durée de vie humaine? C'est ce que je disais à l'instant. Comment maximiser la health span versus lifespan? Donc la qualité de vie, quoi, versus juste le temps de vie. Il y a des actions et postulats, comme vous voyez. Des livres, donc bon ben, je connais très bien ce domaine, hein, et ce sont des livres que j'ai, je pense, tous lus, ou presque. Donc bon, il y en a des vieux et des moins vieux. Blue Zone, c'est l'un des livres les plus fondationnels, je pense, du domaine. Et il est clair que si quelqu'un lit ces 10 livres fondationnels, il a une connaissance du domaine de la longévité assez incroyable. Les fondateurs du domaine, des figures contemporaines majeures, David Sinclair, c'est un grand nom aussi, et tous les autres aussi. Peter Attia, qui a écrit un livre qui s'appelle Outlive, je crois. C'est ça. Rhonda Patrick, qui est... je crois qu'elle est dans pas mal de podcasts.
Food My Fitness, et elle a fait pas mal de podcasts. Enfin, si ça vous intéresse la longévité, vous avez de bonnes ressources ici. Brian Johnson, qui est un documentaire sur Netflix, qui est un psychopathe du vieillissement et qui mesure tout. Aubrey de Grey, que je ne connaissais pas. La biologie du vieillissement, les interventions qu'on peut effectuer. Donc les interventions, c'est vraiment l'aspect pratique, c'est intéressant. Épidémiologie et démographie. Donc là, je crois, il me semble que les zones bleues, c'est un petit peu les endroits dans le monde où on vit le plus vieux. Donc il y a notamment l'île d'Okinawa au Japon, et ainsi de suite. Médecine de la longévité, aspect sociéto-éthique, donc c'est assez intéressant. Le transhumanisme, donc c'est intéressant parce que là, c'est vraiment une vue à 360 du domaine. Donc par exemple, si vous êtes très versé philosophie et tout, c'est très intéressant de vous pencher là-dessus. Si vous avez plus envie juste de passer l'action pour améliorer votre santé, votre qualité de vie, c'est plus sur les interventions qu'il faut regarder. Et les connexions interdisciplinaires, donc voilà, il y a toutes ces questions-là. On peut faire un dernier mapping. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme domaine? Donc on a fait un domaine plus business, on a fait un domaine plus santé, pour faire un domaine plus philosophie, plus spirituel, ça sera peut-être intéressant. Principe premier, la recherche de la sagesse, la distinction entre apparence et réalité, l'usage de la raison comme outil d'investigation, la nature de l'être et du non-être, la quête du bien vivre, eudémonia. Ça, c'est intéressant. Les questions centrales. Et là, on retrouve les différentes. Enfin, c'est pas des courants, mais c'est un peu des sous-domaines, quoi. Les grands postulats. Je pense dont je suis de Descartes, l'impératif catégorique de Kant, le principe de raison suffisante de Leibniz, le principe de non-contradiction d'Aristote. Donc vraiment, c'est à 360 sur l'échelle historique, quoi. Les paradigmes dominants. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas juste un truc ethnocentré occidental. Bah non, on parle aussi de la philosophie orientale avec la non-dualité, l'harmonie, et les livres essentiels. Et alors là, pour la philosophie, des livres qui datent et qui renferment de la connaissance immémoriale, il y en a un petit paquet. Hein. Il y a du Platon, de l'Aristote, Marc Aurèle, les méditations qui sont assez géniales, assez difficiles à lire, mais assez géniales, enfin en tout cas je trouve. Descartes, Kant, Sartre, qui est plus récent, Wittgenstein, formidable aussi. La structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn, je crois. Ouais, c'est ça. Je l'avais lu, le livre est incroyable, il est très velu parce que c'est très scientifique, mais c'est vrai que c'est vraiment un truc à 360 parce qu'on n'est pas juste sur de la philosophie, juste à se gratter la tête et à réfléchir. Il y a aussi un aspect très logico-scientifique, très intéressant, moi je trouve. Hegel, l'éthique de Spinoza, ouais. Les experts incontournables et les fondateurs et pionniers. Donc, il y a des philosophes, bien sûr, de l'Antiquité, mais pas que. Les figures plus contemporaines, je n'en connais aucun des 5. Les praticiens de référence. Et encore une fois, l'architecture du domaine, donc qui est évidemment, dans le cas de la philosophie, un peu liée à des périodes, mais pas que. Et on pourrait aller plus loin, évidemment. Et les connaissances interdisciplinaires. Voilà, donc avec ce prompt, vous pouvez mapper à peu près n'importe quel domaine et bien sûr continuer la discussion avec Claude ou avec ChatGPT si vous utilisez ChatGPT pour aller en profondeur sur n'importe quel domaine. Ce prompt fait partie d'une bibliothèque de 35 prompts qui est accompagnée d'un crash course de 20 minutes sur l'art de faire de très bons prompts, le prompt engineering. Si vous êtes intéressé par cette offre, il vous suffit de rejoindre ma newsletter et dans les semaines qui viennent, l'offre sera disponible dans mes mails quotidiens. C'était Emmanuel, ciao.